Au-delà d'une simple théorie complotiste sur la forme de la Terre, cette vidéo vous présentera des éléments que vous n'avez jamais entendus auparavant. Même les esprits les plus rationnels et cartésiens ne pourront échapper à cette réalité objective, à moins de choisir le déni. Toute contestation de ce que vous allez découvrir dans cette vidéo proviendra probablement de ceux qui refusent de se confronter à la réalité. Cette vidéo vous expliquera la fonction de la monnaie en la définissant simplement. Elle sert à évaluer la valeur des biens. Vous découvrirez que le Crédit Suisse a réalisé une estimation de la richesse mondiale, et vous constaterez que cette évaluation repose uniquement sur un point de vue relatif, sans fondement tangible. Ensuite, vous comprendrez que cette richesse mondiale n'est pas visible sur notre planète, la matérialisation de cette estimation ne correspond pas aux valeurs que nous pouvons observer autour de nous. En conclusion, il existe des richesses quelque part, fruits de notre énergie collective, mais elles ne se trouvent pas sur notre Terre. Nous sommes des milliards à travailler pour rembourser une dette mondiale, depuis des générations, nous créons de la richesse, mais où se trouve-t-elle réellement? Le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié, parce qu'il a été fait proprement. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Celle des liquidités sans coût. Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini, est soit un fou, soit un économiste. Celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. La fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Imaginons que la Terre elle est plate et infinie. Bah du coup, en fait, ce problème-là, il se pose plus. On n'a plus de problème d'écologie. La crise climatique, avec toutes ses conséquences, sont là, perceptibles. Donc du coup, ça voudrait peut-être dire qu'elle est beaucoup plus grande que ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il y a une dette mondiale. Une dette mondiale de 300 000 milliards. Où je veux en venir? L'humanité travaille pour rembourser cette dette, elle est mondiale. Donc l'énergie, elle est quand même sollicitée. Donc il y a une création de richesse. Où est la richesse? Mais où passe le pognon? Pourquoi, aujourd'hui, la police ne marche pas, la justice ne marche pas, l'armée ne marche pas, la diplomatie ne marche pas, la santé ne marche pas, l'école ne marche pas, et on n'a jamais eu des prélèvements sociaux aussi incroyables. Donc, et qu'est-ce qu'ils font du fric? C'est ça la vraie question. Ils nous piquent du pognon dans tous les sens et personne n'a la moindre idée. La première des choses qu'on devrait demander les Français, c'est un audit des dépenses de l'État. Mais qu'est-ce que vous faites de notre fric? Parce que les 300 000 milliards, ils n'existent pas dans l'enclos. Dans notre enclos, on les voit pas. Pourtant, on nous dit qu'il y a une dette de ce prix-là, de cette somme-là. Si j'étais un puissant, un maître du monde, on va dire ça comme ça, et que je voudrais profiter de l'énergie de mes esclaves, comment je ferais en fait? Bah, je leur dirais en fait que la planète elle est limitée, qu'il faut faire attention aux ressources, qu'il faut continuer à travailler, à produire, etc., à faire de la croissance, mais en même temps il faut faire attention parce que voilà. Donc je vais les parquer, même mentalement, je vais les enfermer. Et je vais pouvoir tirer leur énergie comme ça. Et moi, en dehors de l'enclos, en fait, je vais construire un monde. Eux, dans leur vision mentale du monde, elle sera limitée. Alors que moi, dans le monde réel, bah, je verrai bien que c'est infini. Supposons, dit-il, que l'univers possède un bord. S'il est tout près de ce bord, peut-il allonger la main au-delà de ce bord? Il est absurde de penser qu'il ne le peut pas. Et, s'il le peut, il doit exister un espace au-delà des limites de l'univers. Il doit donc exister un nouvel espace, au-delà de la sphère extérieure des étoiles. Et, s'il existe toujours un nouvel espace au-delà du bord, l'espace doit s'étendre indéfiniment. Archita de Tarente. Selon l'étude du Crédit Suisse, la richesse mondiale est de 418 300 milliards de dollars. Nous savons aujourd'hui que le dollar n'est pas une unité de mesure des valeurs,
qui est fiable. Il est donc légitime de remettre en doute cette estimation de la valeur des richesses mondiales. L'estimation de la richesse mondiale à 418 000 milliards de dollars pourrait sembler cohérente, surtout lorsque l'on considère que la dette mondiale atteint 300 000 milliards de dollars en 2024. Cependant, le dollar est une unité de mesure qui ne repose sur aucune base scientifique. Dans le système international de mesure, chaque unité a une définition précise, le mètre pour les distances, la seconde pour le temps, le gramme pour le poids et les degrés pour la température. En revanche, le dollar est une unité dont les règles sont établies par les banquiers, et ce, uniquement dans leur propre intérêt. Il est très facile de surévaluer ou de sous-évaluer quelque chose lorsque nous avons le contrôle de la création monétaire. L'estimation de la richesse de Crédit Suisse repose sur de la pure spéculation, car attribuer une valeur à quelque chose dépend uniquement de la sensibilité personnelle de celui qui évalue cette valeur. Le principe de relativité remet en question toute mesure absolue de valeur. Demain, si un autre organisme réalise une estimation de la richesse mondiale, il ne trouvera pas le même montant que Crédit Suisse, car le dollar n'a aucune base scientifique pour effectuer des mesures justes, contrairement à un thermomètre ou une montre, qui possèdent tous deux une définition scientifique précise permettant d'obtenir des mesures communes du temps et de la température. Le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié, parce qu'il a été fait proprement. Je me suis rendu compte que peu d'économies s'étaient posées, c'est de définir prioritairement l'unité de mesure dans laquelle on va faire ces mesures. La joule pour l'énergie, le mètre pour les distances, la seconde pour le temps, tout ceci est quand même assez bien défini, voire même très bien défini. Il faut que ça soit très bien défini. Internationalement même. Or là, et même internationalement, il n'y a pas d'unité du système international de mesure qui fasse référence aux valeurs économiques. Je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas. Sans avoir de mètre, on peut retrouver la longueur du mètre si on connaît sa définition. On peut retrouver le degré Celsius. On peut bâtir un thermomètre sans connaître, sans avoir un référent. On peut refaire l'expérience qui nous permet d'avoir la température de 0, la température de 100. C'est pas très difficile à faire. À peu près, évidemment. Après, si on veut être précis, c'est plus dur. On peut retrouver la seconde, etc., etc. Voilà, ces unités de mesure, elles sont très bien définies et n'importe quel groupe d'expérimentateurs un peu bien formés peut retrouver ces valeurs. C'est pas le cas de l'unité monétaire, vous voyez. C'est pas le cas de l'unité des valeurs économiques. Il n'y a pas d'expérience économique de référence qui nous permet de dire, voilà, là, on a obtenu 1 euro. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'expérience économique de référence qui nous permet de dire, voilà, là, on a obtenu 1 euro. Ça n'existe pas. Vous n'êtes jamais sûr de ce que vous allez produire va produire 1 de cette unité économique-là. Parce que ça veut dire qu'on utilise une unité de mesure qui est falsifiable, manipulable. Donc, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Alors, celui qui a le pouvoir de faire dire ce qu'il veut en chiffres, et notamment aux chiffres économiques, eh bien, il a le pouvoir de dire qui sera riche et qui sera pauvre. C'est aussi simple que ça. Je peux falsifier l'unité de mesure. Je peux te faire croire que ta maison qui fait qu'un mètre carré en mesure 100 mètres carrés, je dis voilà, écoute, tu dois être content, elle fait 100 mètres carrés. Et puis celui dont la maison fait 1000 mètres carrés, je vais dire qu'elle fait que 100 mètres carrés comme l'autre là. Et comme ça, vous serez à égalité. Sauf que l'autre, il vit bien dans une à 1000 mètres carrés et l'autre dans une à 1 mètre carré. Donc c'est juste que j'ai falsifié l'unité de mesure de l'un pour lui faire croire qu'il avait plus et j'ai falsifié l'unité de l'autre pour faire croire qu'il avait moins. C'est comme ça que j'aurais manipulé en fait les gens et que je pourrais profiter de leur énergie et de beaucoup de choses, de tout l'espace dont ils ne se servent pas, dont ils ignorent l'existence. Donc voilà un peu si vous voulez faire un film, si Hollywood m'écoute, moi je veux bien faire ce film. C'est un bon scénario, ça tient pas la route, hein, une seconde. C'est vraiment de l'imaginaire, de la fiction. Mais imaginons que la Terre est plate et infinie, bah ça veut dire qu'il y a des gens qui profitent d'un espace et de territoires inconnus. Et qui sont vraiment, qui ont des ressources illimitées et qui peuvent en profiter jusqu'à la fin de leur vie. Si leur vie a une fin. Voilà. Parce que eux, peut-être qu'ils n'ont pas toutes les maladies qu'on a ici, ils sont peut-être pas emparqués comme nous on l'est, ils mangent peut-être des choses différentes, voilà. Donc ça expliquerait aussi beaucoup de choses. C'est de la fiction. Mais il y a quelque chose qui cloche dans ce rapport avec la dette mondiale et l'évaluation des richesses sur Terre. René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps. Chapitre 19. Les limites de l'histoire et de la géographie. Et
Même dans les cas où il ne s'agit par exemple que de la disparition d'un seul continent, ceux qui se rencontreraient en fait au cours de l'histoire de la présente humanité, il va de soi qu'il ne s'agit pas là de simples modifications géologiques entre guillemets au sens où l'entend la science profane. Non seulement l'homme, parce que ses facultés étaient beaucoup moins étroitement limitées, ne voyait pas le monde avec les mêmes yeux qu'aujourd'hui, et y percevait bien des choses qui lui échappent désormais entièrement, mais, corrélativement, le monde même, en tant qu'ensemble cosmique, était vraiment différent qualitativement parce que des possibilités d'un autre ordre se reflétaient dans le domaine corporel et le transfiguraient, entre guillemets, en quelque sorte. Et c'est ainsi que, quand certaines légendes, entre guillemets, disent par exemple qu'il y eut un temps où les pierres précieuses étaient aussi communes que le sont maintenant les cailloux les plus grossiers, cela ne doit peut-être pas être pris seulement en un sens tout symbolique. Il est très certain que, du fait même que les historiens entreprennent toutes leurs recherches en se plaçant à un point de vue moderne et profane, ils rencontrent dans le temps certaines barrières, entre guillemets, plus ou moins complètement infranchissables. Et, comme nous l'avons dit ailleurs, la première de ces barrières, entre guillemets, se trouve placée vers le VIe siècle, avant l'ère chrétienne, où commence ce qu'on peut, avec les conceptions actuelles, appeler l'histoire proprement dite. Si bien que l'Antiquité que celle-ci envisage n'est, somme toute, qu'une Antiquité fort relative. On dira sans doute que les fouilles récentes ont permis de remonter beaucoup plus haut, en mettant au jour des restes d'une Antiquité bien plus reculée que celle-là. Et cela est vrai jusqu'à un certain point. Seulement, ce qui est assez remarquable, c'est qu'il n'y a plus alors aucune chronologie certaine, si bien que les divergences dans l'estimation des dates des objets et des événements portent sur des siècles et parfois même sur des millénaires entiers. En outre, on n'arrive à se faire aucune idée, tant soit peu nette, des civilisations de ces époques plus lointaines, parce qu'on ne peut plus trouver, avec ce qui existe actuellement, les termes de comparaison qui se rencontrent encore quand il ne s'agit que de l'Antiquité classique, entre guillemets, ce qui ne veut pas dire que celle-ci, de même que le Moyen-Âge qui est pourtant encore plus proche de nous dans le temps, ne soit pas fort défigurée dans les représentations qu'en donnent les historiens modernes.